La péninsule italienne, bien avant de devenir le terrain de jeu des empereurs, n'était qu'une auberge bondée de tribus, incapables de s'accorder sur autre chose que la chaleur insupportable du soleil méditerranéen. Latins, Sabins, Étrusques et Grecs s'y entassaient comme des colocataires grincheux partageant une seule cuisine. Chacun apportait son assaisonnement. Les Latins, paysans rustiques essayant de ne pas crever de faim. Les Étrusques exhibant leur architecture et leur goût pour les rituels, car rien ne dit puissance comme sacrifier une chèvre un mardi. Et les Grecs débarquant avec assez de philosophie et de mythologie pour endormir tout le voisinage. La terre fertile était une bénédiction, même si chaque tribu pensait qu'elle lui appartenait exclusivement. Vu d'en haut, cela ressemblait à une répétition brouillonne d'un futur empire mondial. Des gens qui construisaient, commerçaient, priaient et se disputaient, le tout rôtissant sous le soleil. Personne ne savait encore que de cette colocation chaotique naîtrait Rome, une ville qui finirait par conquérir tout le monde, y compris ses propriétaires. Mais pour l'instant, la péninsule italienne n'était qu'un marché bruyant de cultures qui se bousculaient, inventant des drames à chaque coin de rue, inconsciente qu'elle préparait la scène pour un futur empire spécialisé dans la conquête, le vin et les assassinats spectaculaires. De ce mélange bruyant de tribus est née une légende qui ferait paraître les feuilletons modernes modestes. L'histoire de Romulus et Rémus. Abandonnés bébés, les jumeaux furent jetés dans le Tibre, qui servait visiblement à la fois de fleuve et de broyeur d'ordures antiques. Mais le destin, friand d'ironie, envoya une louve pour les allaiter, car rien ne dit futur fondateur de cité, comme grandir au lait canin. En grandissant, les frères prouvèrent que la rivalité fraternelle était le premier sport national de Rome. Ils étaient d'accord pour fonder une ville, mais pas sur l'endroit, le nom, ni sans doute sur qui aurait la plus grande chambre. Les disputes s'envenimèrent jusqu'à ce que Romulus, démontrant l'art de la résolution de conflits que les empereurs romains allaient ensuite perfectionner, tue Rémus. Et voilà comment Rome naquit, non pas de l'unité ou de l'amour fraternel, mais d'un frère disant « Très bien, si tu n'emménages pas, tu ne vivras pas du tout. » La morale? À Rome, même les querelles de famille servirent de modèle à la politique sanglante. La nouvelle cité n'était pas seulement un établissement sur le Tibre, c'était une étiquette d'avertissement. Entrez à vos risques et périls, les disputes fraternelles peuvent finir en empire. Après que Romulus eut fondé sa ville par un fratricide, une manière très romaine de régler les litiges d'urbanisme, la prochaine influence vint des Étrusques. Ses voisins débarquèrent en paradant avec leurs arches sophistiquées, leurs égouts et leur obsession des rituels religieux. Imaginez-les comme ces colocataires trop raffinés qui insistent pour repeindre tout l'appartement juste pour organiser un dîner. Ils apprirent aux premiers Romains à construire des murs qui ne s'écroulaient pas à chaque averse et à drainer les marécages au lieu de faire semblant que les moustiques étaient des colocataires. Ils introduisirent aussi les jeux de gladiateurs qui n'étaient à l'origine que des funérailles où les amis du défunt se massacraient poliment pour divertir l'assistance. La vie politique ne fut pas épargnée. Rois, licteurs, faisceaux, symboles d'autorité qui criaient en gros « Obéis » ou tu finiras en première partie d'un spectacle funéraire. Les Romains, pragmatiques comme toujours, volèrent chaque astuce utile tout en se plaignant que les Étrusques étaient un peu trop voyants. Ainsi, Rome absorba un cocktail d'architecture, de politique et de distraction sanglante qui allait façonner son destin. C'était comme si les Étrusques avaient offert un kit de démarrage pour la construction d'empires. Étape 1, creuser des égouts. Étape 2, inventer la bureaucratie. Étape 3, distraire le peuple avec des spectacles gratuits de coups de poignard. Si les Étrusques avaient offert à Rome des égouts et des bagarres funéraires, les Grecs apportèrent quelque chose de bien plus dangereux. Des idées. Depuis leur colonie d'Italie du Sud et de Sicile, ils débarquèrent avec des alphabets, des statues, du théâtre et assez de mythologie pour que des générations entières restent perdues à se demander qui couchait avec qui sur l'Olympe. Pour les Romains, c'était comme découvrir soudainement des colocataires intellectuels qui citaient Homère à chaque dîner. Ils introduisirent la philosophie que les Romains faisaient semblant de comprendre, tout en se demandant secrètement si cela pouvait aider à gagner une bagarre. L'art et la sculpture firent aussi leur entrée, principalement des hommes nus sculptés dans le marbre.
Un choix étrange pour une culture qui allait bientôt s'obséder avec les toges. Et bien sûr, les dieux grecs arrivèrent aussi, relookés avec des noms latins comme si Jupiter et Mars n'étaient que Zeus et Arès, affublés de fausses moustaches. Les Romains copièrent sans scrupule, mais avec une touche pratique. Oui, les Grecs ont inventé le drame, mais peut-on en faire de la propagande politique? En fin de compte, ce que les Grecs transmirent n'était pas seulement de la culture, mais une boîte à outils pour déguiser la violence et l'ambition en quelque chose appelé civilisation. Rome apprenait vite. Pourquoi simplement poignarder ton frère quand tu peux transformer l'histoire en mythe et la graver sur le mur d'un temple? Au bord du Tibre, le cocktail désordonné d'obstination latine, de panache étrusque et de philosophie grecque commença à fermenter en quelque chose d'incontestablement romain. Ce qui avait débuté comme un village boueux de cabanes et de chèvres se persuada soudain qu'il était destiné à régner sur le monde. Des paysans en tunique élimée débattaient d'irrigation tout en citant des mots grecs qu'ils ne comprenaient pas. Les prêtres empruntaient des rituels étrusques en prétendant les avoir inventés, et tout le monde admettait qu'un coup de poignard était une façon parfaitement valable de régler une dispute. Lentement, l'ordre émergea du chaos. Des rues furent tracées, les marchés s'animèrent, et les premiers murmures d'un sénat apparurent. En gros, une assemblée de vieux grincheux qui aimaient plus se disputer que labourer. Les Romains n'absorbaient pas seulement des influences. Ils les remixaient en une toute nouvelle identité. Pratique, impitoyable, ambitieuse. Rome devenait une cité qui prospérait dans les contradictions. Elle avait l'air pauvre mais rêvait riche, vénérait des dizaines de dieux mais ne faisait confiance qu'à l'épée, copiait chez ses voisins tout en réclamant le droit d'auteur. Ce n'était plus un bled perdu, c'était le gamin têtu de l'histoire, déjà en train de faire des crises de nerfs qui finiraient par secouer un empire en devenir. Après quelques siècles à se laisser commander par des rois étrusques, les Romains en eurent enfin assez. En 509 à JC, ils décidèrent que la monarchie était surestimée, surtout quand la famille du roi se comportait comme des méchants de télé-réalité avec des couronnes. La goutte d'eau fut le prince royal qui prouva que le pouvoir absolu produisait surtout des abrutis absolus. Indignés, les Romains expulsèrent le roi, claquèrent les portes du palais et proclamèrent fièrement « Plus de roi », une tradition qu'ils respecteraient scrupuleusement jusqu'au jour, bien sûr, où ils inventèrent les empereurs. Ce qui remplaça la monarchie n'était pas vraiment l'égalité. C'était plutôt remplacer un maître par un comité de maîtres querelleurs. La naissance de la République fut chaotique, bruyante et glorieusement romaine. Des paysans avec des fourches aux côtés de sénateurs en toge, tous criant à la liberté tout en espérant secrètement s'approprier plus de terre. Ainsi, Rome trébucha dans une nouvelle expérience politique qui prétendait être pour le peuple, mais finissait généralement avec le peuple payant plus d'impôts. Pourtant, la République était une déclaration audacieuse au monde. Voici une cité qui affirmait détester les rois, mais qui, en secret, avait hâte d'en couronner un autre, simplement sous un autre intitulé de poste. Avec les rois dehors, les Romains durent inventer un nouveau système qui ressemblait moins à une tyrannie et davantage à une dispute organisée. Voici donc l'invention fièrement républicaine. Les consuls, 2 hommes élus chaque année pour partager le pouvoir. L'idée était d'éviter la dictature, mais en pratique, c'était comme donner à 2 conducteurs le même volant et espérer que la charrette ne se renverse pas. Au-dessus d'eux trônait le Sénat, un club de vieux aristocrates grincheux qui prétendaient conseiller mais passer leur temps à se chamailler sur tout, de la guerre au prix du vin. Pendant ce temps, les citoyens ordinaires, les plébéiens, avaient droit à des assemblées, ce qui sonnait démocratique jusqu'à ce que l'on réalise que leur vote était souvent plus symbolique qu'utile, comme une boîte à suggestions que personne n'ouvrait jamais. Chaque pièce de ce puzzle politique comportait des failles assez grandes pour laisser passer une armée, mais les Romains l'arborèrent comme un insigne d'honneur. Ils appelèrent cela la liberté, même si cela signifiait surtout la liberté pour les riches de rester riches. Pourtant, comparé à la royauté, c'était rafraîchissant. Désormais, la corruption avait de la paperasse, la corruption avait des titres officiels, et l'ambition se parait d'une toge. Rome avait échangé des couronnes contre des comités, et le chaos contre quelque chose qui ressemblait vaguement à de l'ordre. Bien sûr, la nouvelle République romaine n'était pas que vin et jeux de gladiateurs.
Elle arrivait avec une guerre de classe intégrée, patriciens contre plébéiens. Les patriciens étaient les aristocrates arrogants qui prétendaient descendre des fondateurs de la ville, comme si avoir un ancêtre qui avait poignardé quelqu'un les rendait plus qualifiés pour gouverner. Les plébéiens étaient là les citoyens ordinaires, fermiers, artisans et fantassins, qui portaient la République sur leurs épaules, mais étaient traités comme des figurants en arrière-plan d'une pièce de théâtre. Naturellement, ils se lassèrent de ce système et commencèrent à réclamer des droits. Leurs protestations menèrent aux fameuses 12 tables, les premières lois écrites de Rome, gravées sur des plaques de bronze et exposées au forum. Enfin, pensèrent les plébéiens, un peu de justice. Mais en pratique, les lois se lisaient comme les petites lignes d'un contrat douteux. Oui, les dettes doivent être payées, mais les créanciers peuvent vous enchaîner comme un accessoire de mode. Malgré tout, avoir des lois écrites représentait un progrès. Cela signifiait que les patriciens ne pouvaient plus inventer de nouvelles règles à la volée. La lutte des classes à Rome ne disparut pas, mais devint une fière tradition. Crier, défiler, et parfois menacer de quitter la ville jusqu'à ce que les riches cèdent juste assez pour que la République continue de fonctionner. La lutte des classes occupait les Romains, mais rien n'unit un peuple divisé comme la promesse de nouvelles terres à voler. Entrons dans les guerres samnites, une trilogie de conflits si longue et désordonnée que les futurs historiens se demanderaient si Rome combattait ou répétait simplement pour son futur empire. Les Samnites, rudes montagnards, n'étaient pas impressionnés par les toges élégantes de Rome, ni par ses discours interminables. Ils préféraient tendre des embuscades dans les cols rocheux et rappeler aux Romains que tous les Italiens ne voulaient pas faire partie de leur fan club. Rome, bien sûr, répondit avec sa subtilité habituelle, envoyait vague après vague de soldats jusqu'à ce que les montagnes soient pratiquement pavées de sandales. Des batailles comme les Fourches Caudines devinrent célèbres lorsque des armées entières furent humiliées, contraintes de passer sous un joug en signe de reddition. Une tradition que les Romains n'inclurent évidemment pas dans leur calendrier des jours fériés. Pourtant, chaque défaite ne faisait qu'alimenter leur obstination. Chaque revers était suivi d'un nouveau recrutement, de plus d'impôts et d'un autre discours au Sénat sur la gloire. À la fin, les Samnites furent écrasés et Rome s'étendit davantage à travers l'Italie. Le message était clair, oui. La République se chamaillait beaucoup chez elle, mais en matière de conquête, tout le monde était d'accord pour dire que poignarder ses voisins était la seule politique digne d'un soutien bipartite. Après des humiliations et des victoires contre leurs voisins italiens, les Romains comprirent que la force brute c'était bien, mais la force brute avec un contrat, c'était encore mieux. Ainsi naquit leur système d'alliance, une arnaque ingénieuse déguisée en diplomatie. Rome proposait aux cités voisines un marché. Rejoignez-nous, obtenez une citoyenneté partielle et le privilège de mourir dans nos guerres. Et, d'une façon ou d'une autre, beaucoup disaient oui. Pour que la machine fonctionne, ils construisirent des routes si droites que même les montagnes semblaient trop effrayées pour se courber. Ces routes ne transportaient pas seulement des légions, elles transportaient des impôts, des provisions et parfois une foule en colère en route pour protester au forum. L'armée romaine elle-même devint un hachoir à viande bien huilée. Des rangs disciplinés, des armures brillantes et un entraînement qui faisait passer le fait de marcher jusqu'au sang des pieds pour du patriotisme. Les soldats étaient récompensés par des promesses de terre, ce qui signifiait généralement un marécage que personne d'autre ne voulait. Et pourtant, ça marchait. Rome n'était plus seulement une ville bruyante sur le Tibre, elle était désormais la patronne de l'Italie, avec des alliés attachés, des ennemis écrasés et une armée prête à exporter les disputes romaines à l'étranger. La République avait trouvé sa formule, une diplomatie avec petites lignes, des routes servant aussi d'autoroutes d'invasion, et des soldats trop fatigués pour se plaindre. Au moment où les Romains pensaient avoir l'Italie bien en main, un nouveau problème surgit de l'autre côté de l'eau. Carthage. Si Rome était l'ado arrogant qui apprenait à conquérir, Carthage était l'enfant riche d'à côté avec une meilleure maison, plus d'argent et une véritable marine. L'étincelle, la Sicile, une île qui était moins d'un paradis qu'un gigantesque échiquier au milieu de la Méditerranée. Les deux la voulaient, car contrôler la Sicile signifiait contrôler le commerce, le blé et le droit de se vanter au dîner de famille. Rome regardait Carthage et voyait des marchands arrogants comptant leurs pièces.
Carthage regardait Rome et voyait des paysans en sandales faisant semblant d'être des marins. L'attention passa des regards noirs à la guerre ouverte, car apparemment deux superpuissances ne pouvaient pas partager une île sans se comporter comme des bambins se disputant un jouet. Les Romains n'avaient jamais construit de vraies flottes auparavant, mais cela ne les empêcha pas de déclarer que la Sicile leur appartenait. Carthage, confiante dans sa marine, pensait que ce serait une victoire facile. Ce qui suivit fut la première guerre punique, une bagarre de gifles longue de plusieurs décennies qui ferait de Rome une puissance navale et de Carthage son rival préféré. La Méditerranée allait devenir moins une mer et plus un ring de boxe flottant. Rome avait un petit problème pendant la première guerre punique. Carthage possédait la mer, et les marins romains pensaient que port n'était qu'un type de vin. La solution ? Construire une flotte à partir de rien et faire semblant qu'elle avait toujours existé. Ils copièrent un navire carthaginois capturé comme un étudiant qui photocopie un devoir, puis ajoutèrent le Corvus, un adorable pont d'embarquement qui transformait les batailles navales en bagarres de tavernes flottantes. Les capitaines carthaginois s'attendaient à des manœuvres élégantes. À la place, les marines romains débarquaient sur leurs ponts comme des invités indésirables, armés de lances. Ce n'était pas joli. Les tempêtes brisèrent des flottes, les trésors se vidaient, et les consuls apprenaient que les vagues se moquent bien des cycles électoraux. Mais les Romains avaient deux super-pouvoirs, l'entêtement et encore plus d'entêtement. Chaque perte était suivie de plus de constructions navales, plus d'impôts et de discours sur l'honneur, criés entre deux hauts le cœur. Peu à peu, la Sicile glissa entre les doigts de Carthage, jusqu'à ce qu'une série finale de défaites les pousse à demander la paix. Rome ressortit avec sa première province outre-mer et une nouvelle identité. Non seulement des paysans qui savaient poignarder, mais des marins qui savaient mieux aborder. La Méditerranée cligna des yeux, confuse. Depuis quand la bande en sandales était-elle devenue une marine? Réponse. Au moment où ils comprirent qu'on annexe les îles plus vite quand on apporte ses propres bateaux. Si la première guerre punique fit de Rome une marine par accident, la seconde lui donna son pire cauchemar. Hannibal. Ce général carthaginois regarda la carte, vit les Alpes et pensa « Pourquoi ne pas emmener une armée et quelques éléphants à travers ces pièges mortels enneigés ?» Ses officiers pensèrent sans doute qu'il plaisantait, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent gelés sur une falaise pendant qu'un éléphant éternuait sur eux. La marche fut légendaire. Avalanches, engelures, soldats affamés et éléphants glissant sur la glace comme des numéros de cirque géants. Rome, qui gardait ses côtes avec arrogance, entendit soudain « Surprise, ton ennemi frappe à la porte de derrière avec des éléphants. » Panique générale. Les fermiers romains lâchèrent leurs charrues, les sénateurs leurs coupes de vin, et tout le monde comprit que sous-estimer Carthage avait été une erreur. L'audace d'Hannibal n'était pas seulement du génie militaire, c'était du chaos théâtral. Il n'envahit pas seulement, il transforma la nature elle-même en arme, prouvant que la meilleure façon de terrifier Rome était de faire quelque chose d'aussi insensé que ça semblait impossible. Les Alpes n'avaient pas été conquises par la raison, mais par une folie obstinée, et désormais Rome faisait face à un ennemi qui avait traversé des montagnes juste pour livrer la douleur avec style. Si faire marcher des éléphants à travers les Alpes fut l'acte d'ouverture d'Hannibal, la bataille de Cannes fut sa grande représentation, un chef-d'œuvre de destruction que les Romains allaient se rappeler comme un traumatisme national. Rome, décidée à écraser enfin cette nuisance carthaginoise, envoya une armée si énorme qu'elle ressemblait plus à un défilé qu'à une force militaire. Hannibal, calme comme toujours, plaça simplement ses troupes en croissant et laissa les Romains foncer droit dans son piège. Ce qui suivit fut moins une bataille qu'un mixeur géant. Des légions romaines tassées au point de ne pouvoir brandir leurs épées, tandis que la cavalerie carthaginoise scellait joyeusement les sorties. Au coucher du soleil, le champ de bataille ressemblait à un buffet à poignarder à volonté, avec des Romains comme plat principal. Des dizaines de milliers tombèrent, et ceux qui survécurent regrettèrent sûrement de l'avoir fait. À Rome, les sénateurs s'arrachèrent les cheveux, les citoyens paniquèrent, et tout le monde s'accorda à dire que c'était la pire idée depuis l'élection de 2 consuls pour partager le pouvoir. Pourtant, Rome ne céda pas. Au contraire, elle s'endurcit, leva de nouvelles armées et grinça des dents. Ce n'est pas fini.
Cannes fut une catastrophe, mais pour les Romains, ce fut une médaille d'honneur tordue. La preuve que même massacrés avec panache, ils refusaient encore d'abandonner. Rome avait été piétinée, écrasée et passée au mixeur à Cannes. Mais comme un cafard obstiné, elle refusait simplement de mourir. Entre en scène Scipion l'Africain, un jeune général romain avec assez de confiance pour rendre les sénateurs nerveux. Au lieu de courir après Hannibal en Italie, Scipion décida de renverser le scénario, naviguer jusqu'en Afrique du Nord et piquer Carthage directement dans son jardin. Les Carthaginois, paniqués à l'idée que leur belle cité soit piétinée, supplièrent Hannibal de rentrer. Ainsi, le grand général revint de ses vacances italiennes, avec moins d'éléphants, mais encore beaucoup de menaces. À Zama, les deux titans s'affrontèrent enfin. Hannibal déploya ses éléphants, mais les trompettes romaines sonnèrent si fort que les bêtes détalèrent, comme des chiots géants effrayés par des feux d'artifice. La cavalerie romaine, arrivant à l'heure pour une fois, conclut l'affaire en prenant l'armée carthaginoise à revers. Hannibal, cool mais acculé, admit sa défaite. Carthage fut contrainte de se rendre, de livrer sa flotte et de promettre de ne plus jamais causer de problème. En gros, assigner à résidence à vie. Rome célébra comme une nation qui venait de découvrir la domination mondiale comme passe-temps. Les guerres puniques n'étaient pas terminées, mais Zama confirma une chose. Rome n'était pas seulement obstinée, elle était désormais inarrêtable. Après avoir vaincu Carthage et intimidé la moitié de la Méditerranée, Rome découvrit un nouvel ennemi, sa propre économie. Les sénateurs riches achetaient des terres plus vite que l'on ne pouvait dire oligarchie, laissant aux pauvres fermiers rien d'autre que des dettes et un coup de soleil. Ces domaines, appelés latifundia, étaient en gros des méga-fermes antiques, gérées par des esclaves, tandis que les citoyens déplacés erraient dans Rome, encombrant les rues à la recherche de travaux qui n'existaient pas. Le résultat ? Une foule en colère, sans emploi, avec trop de temps libre, parfaite pour les politiciens qui adoraient distribuer du pain et des promesses qu'ils n'avaient jamais l'intention de tenir. Les aristocrates, eux, se félicitaient d'être des self-made, en étant assis sur des montagnes de terre volées. La République devint un endroit où les riches devenaient plus riches, les pauvres plus pauvres, et tout le monde plus grincheux. Ce n'était pas seulement une crise économique, c'était le fondement de chaque émeute, réforme et assassinat qui allait suivre. Rome avait conquis la Sicile et l'Espagne, mais ne pouvait pas conquérir sa propre fracture sociale. L'ironie était délicieuse. La République pouvait vaincre Hannibal et ses éléphants, mais pas survivre aux propriétaires terriens avec des vignobles. Et ainsi, la scène était prête pour le chaos, car quand les citoyens perdent leurs terres, ils ne se contentent pas de râler, ils affûent dans leurs couteaux. Du chaos de la crise foncière de Rome émergèrent deux frères qui pensaient, naïvement, que la justice pouvait être populaire, Tiberius et Caius Gracchus. Ils proposèrent des réformes agraires, redistribuer les terres des gros sénateurs aux citoyens dépossédés. Révolutionnaire, non? Sauf qu'à Rome, aider les pauvres se traduisait grosso modo par loisir suicidaire. Tiberius fut le premier, entrant au Sénat avec son projet de loi, et pendant un temps, le peuple l'acclama comme une rockstar. Les sénateurs, eux, préférèrent garder leur domaine intact, alors ils réglèrent le problème à l'ancienne, à coups de bâton. Tiberius fut battu à mort en public, une réunion politique transformée en bagarre de rue. 10 ans plus tard, Caius tenta le même numéro, avec plus de passion et des réformes encore plus audacieuses. Prévisiblement, cela se termina dans un autre bain de sang, Caius acculé sur un pont et choisissant le suicide plutôt que l'hospitalité sénatoriale. Les frères Gracques devinrent des martyrs, symbole de la façon dont Rome gérait les réformes, non pas par le débat ou le compromis, mais avec des bâtons taillés et la violence des foules. Leur tragédie n'était pas seulement personnelle, c'était un sinistre avant-goût d'une politique républicaine transformée en jeu de gladiateurs, sans les lions. Le cirque politique de Rome ne s'est pas calmé après les Gracques. Il est juste passé en mode spectacle militaire. Voici Caius Marius, un homme qui regarda les pauvres désespérés de Rome et pensa « Pourquoi ne pas transformer le chômage en armée ?» Sa réforme permit aux citoyens sans terre de s'enrôler, en leur offrant des armes brillantes et l'espoir du pillage. Soudain, les légions n'étaient plus loyales au Sénat, mais à n'importe quel général promettant le plus gros butin. Marius paradait comme un héros populiste,
remportant victoire et fans, jusqu'à ce que son ancien protégé Sylla décide de jouer au dictateur. Sylla, un homme dont le visage semblait toujours dire « Je prépare ta chute », fit marcher ses troupes directement sur Rome, oui contre son propre gouvernement, parce que les lois étaient visiblement facultatives. Il se proclama dictateur, exécuta ses ennemis en masse et publia des listes de proscription comme s'il s'agissait de plats du jour. Les sénateurs tremblaient, les alliés disparaissaient et les têtes roulaient littéralement sur le forum. La République, autrefois lieu de débat et de discours, était devenue un jeu de qui est le général le plus terrifiant aujourd'hui. Avec Marius et Sylla posant le standard, la frontière entre héros et tyrans était devenue si floue que même Rome ne savait plus si elle bâtissait un empire ou répétait un film d'horreur. Au moment où Rome pensait que son pire problème était les politiciens qui s'entretuaient à coups de poignard, les esclaves décidèrent de postuler pour le rôle de cauchemar révolutionnaire. Voici Spartacus, un gladiateur lassé d'être la version divertissante d'une piñata humaine. Armé de couteaux de cuisine volés à l'école d'entraînement, lui et ses camarades gladiateurs s'évadèrent, et soudain, la campagne italienne grouillait d'esclaves en fuite, formant leur propre armée. Spartacus ne faisait pas que brandir une épée. Il offrait à Rome le plus gros paquet de honte du siècle. Paysans, esclaves et bergers se rallièrent à lui, transformant la révolte en véritable cauchemar. Ils remportèrent bataille sur bataille, donnant aux légions romaines l'air d'avoir été entraînées par des clowns. Les sénateurs paniquèrent, car quoi de plus effrayant que votre majordome, réalisant qu'il peut vous tuer et emporter l'argenterie. Finalement, Rome envoya Crassus, l'homme le plus riche du monde, qui acheta la discipline comme d'autres achètent du vin. Il fit crucifier des milliers le long de la Via Appia, comme un avertissement très typique romain. N'essayez pas ça chez vous. Spartacus tomba au combat, mais sa légende survécut. Preuve que même au pays des toges et du marbre, les opprimés pouvaient terrifier leur maître jusqu'à la sueur froide. Après que la rébellion de Spartacus eut été réduite au silence, avec des milliers de croix décorant la Via Appia, Rome crut pouvoir enfin respirer. Au lieu de cela, elle eut droit à un nouveau numéro comique, le premier triumvirat. Imaginez trois hommes ambitieux essayant de partager une chaise de la taille d'un trône. Crassus, le banquier milliardaire qui mesurait son ego en lingots d'or, Pompée, le héros de guerre persuadé que Rome était son fan club, et Jules César, le jeune ambitieux élégant dont le charme était assez tranchant pour couper du marbre. Ensemble, ils convinrent de gérer la République comme une coentreprise. Rome SARL. En surface, cela ressemblait à du travail d'équipe. En coulisses, c'étaient trois égaux en bras de fer permanents. Ils souriaient lors des cérémonies publiques, portaient des toasts au banquet et promettaient l'unité. En réalité, chacun complotait pour survivre aux deux autres. Crassus voulait la gloire, Pompée voulait le contrôle et César voulait, eh bien, tout. Leur alliance n'était pas fondée sur la confiance, mais sur la commodité temporaire, l'équivalent politique de trois chats acceptant de partager une seule coupelle de lait. Rome applaudissait, mais au fond, tout le monde savait. Tôt ou tard, quelqu'un renverserait la table et réclamerait tout le banquet. Et c'est exactement ce qui allait allumer la mèche de la prochaine grande guerre civile. Rome avait toujours aimé l'expansion, mais quand César marcha en Gaule, cela devint un concours de boulimie de terres et de gloire. Villages, avalés, tribus, écrasés, rivières, traversées comme des flaques après la pluie. César ne se contentait pas de livrer des batailles. Il montait des spectacles. Ses soldats l'admiraient parce qu'il partageait leur faim, leur boue et leur quasi-mortelle frayeur, tandis que le Sénat à Rome n'admirait rien d'autre que le nombre croissant de ses ennemis. La Gaule elle-même devint un terrain de jeu chaotique. Une semaine, César négociait la paix. La suivante, il brûlait tranquillement le traité ainsi que le village signataire. Et à chaque victoire, ses dépêches à Rome ressemblaient à du fan mail pour lui-même. Cher Rome, aujourd'hui j'ai encore gagné, de rien. Pour les Gaulois, c'était un cauchemar. Pour César, une mise à jour de CV. Le sang et les cendres de la Gaule furent de son ticket vers la gloire. Il transforma des massacres en campagnes publicitaires, et bientôt son nom tonnait plus fort que les tambours de guerre des légions. Ce qui avait commencé comme une guerre de frontières se termina comme le lancement d'une marque, Jules César Triméem,
conquérant de la Gaule et bientôt conquérant de Rome elle-même. Fraîchement auréolé de ses victoires en Gaule, César revint dans la politique romaine comme une rockstar refusant de quitter la scène. Mais la gloire a un prix. Pompée, autrefois son allié, est désormais son ex-meilleur ami jaloux. Leur bromance avait tourné au vinaigre plus vite qu'un mauvais vin sous le soleil romain. Le Sénat, bien sûr, acclama Pompée, car rien ne dit défenseur de la liberté, comme se cacher derrière l'épée d'un seul homme. Pompée jouait au sauveur de la République, mais en pratique, il sauvait surtout sa propre carrière. César, de son côté, envoyait des lettres dégoulinantes de sarcasme, proposant des compromis qui n'étaient que des menaces à peine voilées. Rome devint une arène de commérage, les sénateurs chuchotant sur la guerre civile, tout en faisant semblant qu'elle ne planait pas comme une tempête sur leur villa de marbre. La rivalité entre César et Pompée n'était pas seulement politique, c'était du théâtre personnel, avec trahison, égo meurtri et un public trop terrifié pour huer. Le Sénat croyait pouvoir contrôler Pompée. Pompée pensait pouvoir éclipser César, et César pensait « parfait, qu'il me sous-estime ». Au final, la République ressemblait moins à un gouvernement qu'à un soap-opéra dysfonctionnel, avec des poignards en coulisses. Le grand affrontement arriva enfin à une petite rivière au nom trompeusement innocent, le Rubicon. Ce n'était pas une frontière majestueuse, mais plutôt un ruisseau boueux que l'on pouvait franchir en 2 enjambées, et pourtant il portait le poids du destin. Par la loi, César n'avait pas le droit d'y amener son armée. Par l'ego, il allait absolument le faire. Debout sur la berge, César fit la pose dramatique la plus intense depuis que les acteurs ont découvert les monologues, puis marmonna quelque chose du genre « le sort en est jeté », ce qui voulait vraiment dire « oups, je viens de déclarer la guerre civile ». Ces soldats, épuisés par des années de conquête, voulaient sans doute juste une sieste, mais furent enrôlés dans le plus grand procès de l'histoire. César contre la République. Rome, quant à elle, paniqua comme une fête de maison où l'hôte apprend que les flics arrivent. Pompée et le Sénat se précipitèrent pour faire leurs valises, prouvant que les défenseurs de la tradition courent souvent plus vite que les autres. César ne traversa pas seulement une rivière, il franchit la ligne entre les ennuis judiciaires et l'infamie légendaire, avec un sourire suggérant qu'il savait que les livres d'histoire le feraient paraître plus cool qu'il ne se sentait sur ce moment boueux. La guerre civile à Rome portait moins sur des idéaux que sur celui qui pouvait courir le plus vite vers le trône. Pompée s'enfuit vers l'Est avec toute la dignité d'un homme en retard à ses propres funérailles, tandis que César le poursuivait à travers les continents comme un percepteur de dettes un peu trop enthousiaste. Des batailles furent livrées, des villes tremblèrent, et les sénateurs changèrent de camp avec la rapidité de joueurs changeant de table. À Pharsale, les forces de César écrasèrent Pompée, prouvant encore une fois que l'expérience et un peu de chance valaient mieux que n'importe quel discours du Sénat. Pompée s'échappa, seulement pour recevoir la pire fête de bienvenue en Égypte, où il fut poignardé avant même d'avoir défait ses bagages. César, en arrivant, fit semblant d'être choqué. Mais soyons honnêtes, moins de rivaux signifiait moins de migraines. Lorsqu'il revint à Rome, la République n'était plus qu'une scène sans acteurs. Seul César restait, baignant dans la lumière des projecteurs. Le Sénat, réduit à de simples figurants applaudissant, lui remit le rôle de dictateur à vie. Pour certains, c'était le destin accompli. Pour d'autres, l'acte de décès de la République. César accepta avec son panache habituel, esquissant un sourire comme s'il savait que le public adorait un homme qui jouait à la fois le héros et le méchant dans la même pièce. Le 15 mars, les Ides de Mars ressemblaient à une autre journée bien remplie dans l'agenda de César. Réunions, discours et peut-être un peu de fanfaronnade. Au lieu de cela, ce fut la fête surprise la plus sanglante de l'histoire. Le Sénat se réunit dans le théâtre de Pompée, ce qui était déjà ironique. L'ancien rival de César fournissait la scène pour son dernier acte. Les sénateurs qui autrefois s'étaient prosternés devant lui l'entouraient maintenant comme des acteurs répétant une tragédie. Brutus, Cassius et leurs amis arrivèrent armés, non pas de mots mais de poignards, prouvant encore une fois que la politique romaine relevait moins du débat que du comptage de coups de couteau. César reçut plus de 20 blessures, ce qui, pour être honnête, faisait une lettre de démission très complète. Son dernier regard vers Brutus, moitié trahison, moitié « vraiment, toi aussi », c'est là le drame. Rome, qui craignait la tyrannie, se retrouva soudain sans dirigeant.
face au chaos qu'elle avait elle-même commandé par erreur. La mort de César devait sauver la République, mais elle signa plutôt pour plus de sang, une guerre civile et finalement des empereurs qui faisaient passer César pour une simple première partie. Le rideau tomba, mais le public ne partit pas. Il resta pour la suite, car Rome n'a jamais manqué de drame. Après la sortie dramatique de César, Rome ne guérit pas. Elle se lança dans une nouvelle audition de « Qui veut gouverner le monde ?» La scène fut rapidement occupée par 3 hommes qui pouvaient à peine partager une cruche de vin, encore moins une république. Octave, l'héritier au visage juvénile avec le charme d'un formulaire fiscal. Antoine, le général chevronné qui mélangeait carnage et beuverie, et Lépide, dont le plus grand talent semblait être d'exister. Ensemble, ils formèrent le second triumvirat, qui sonnait impressionnant mais ressemblait plutôt à 3 chats essayant de partager une chaise. Leur alliance promettait la stabilité, mais se transforma rapidement en liste noire d'ennemis politiques, des proscriptions où les noms des sénateurs étaient affichés comme des publicités indésirables, sauf que la sanction n'était pas du courrier indésirable, mais l'exécution. Rome, pendant ce temps, retenait son souffle, se demandant si ces 3 étaient des sauveurs ou des croque-morts. Spoiler, ils étaient en les deux. Ce pacte de partage du pouvoir servit de scène pour la vengeance contre les assassins de César, tout en s'assurant que quiconque assez riche pour acheter une villa devait vérifier si son nom figurait sur la prochaine liste de morts. Pour l'instant, la République n'était pas restaurée, elle était reconditionnée, avec 3 égaux en collision, essayant de garder le couvercle sur la boîte de Pandore de la guerre civile. Quand Octavien et Antoine marchèrent enfin pour affronter Brutus et Cassius à Philippe, Rome retint son souffle, surtout parce que la moitié des sénateurs étaient déjà sur la liste des condamnés. Brutus et Cassius, les soi-disant libérateurs de la République, paradèrent sur le champ de bataille comme des acteurs persuadés que le public était avec eux. Malheureusement, le public, les légions romaines, préféraient la solde et le pillage à la philosophie. Les batailles de Philippe se déroulèrent comme une tragicomédie. Antoine chargea avec une fureur théâtrale. Octavien fit semblant d'être malade dans sa tente, un talent qu'il perfectionnerait en tant qu'empereur, et Brutus remporta d'abord une victoire avant de réaliser que Cassius avait paniqué et s'était suicidé trop tôt. À la fin, Brutus choisit lui aussi la voie de l'auto-poignardage, prouvant que la politique romaine avait la pire politique de départ du personnel imaginable. Pour Octavien et Antoine, le rideau ensanglanté tomba sur les derniers défenseurs de la République, laissant les libérateurs libérés de la vie elle-même. Rome, quant à elle, découvrit qu'assassiner César n'avait fait que multiplier les Césars. Les prétendus champions de la liberté finirent face contre terre, tandis que ceux qui promettaient l'ordre se préparaient à diviser le butin comme des héritiers, se disputant l'argenterie de grand-mère. Avec Brutus et Cassius éliminés, Rome s'attendait à la paix. À la place, elle eut droit à une télé-réalité, Octavien contre Antoine. Les 2 héritiers survivants de César commencèrent à se chamailler comme des parents divorcés, disputant la garde de l'Empire. Antoine, flamboyant et théâtral, trouva du réconfort et Cléopâtre, en Orient, organisant des fêtes si somptueuses qu'elles faisaient grincer les dents des sénateurs. Octavien, de son côté, polissait son image de gendre idéal à Rome, feignant d'être le sauveur humble des valeurs traditionnelles, tout en diffusant discrètement la propagande selon laquelle Antoine était trop occupé à boire avec une reine pour se soucier de Rome. Lépide, la 3e roue du soi-disant triumvirat, sombra rapidement dans l'oubli, l'équivalent romain du membre du groupe que personne ne se rappelle. À mesure que la tension montait, l'alliance se fissura. Antoine accusa Octavien d'ambition, Octavien accusa Antoine de trahison, et tous 2 s'accusèrent mutuellement d'avoir été le moins aimé de César. Les citoyens de Rome, à qui l'on avait promis la stabilité, se retrouvèrent piégés dans un soap-opéra de trahison, de jalousie et de diffamation. La République ne fut pas restaurée. Elle resta enfermée dans une rivalité gladiatoriale sans fin entre 2 hommes incapables de décider s'ils se haïssaient plus qu'ils n'aimaient le pouvoir. Ainsi, la rivalité atteignit son apogée à Actium, une bataille navale qui ressemblait moins à un choc de titans qu'au procès de divorce le plus cher de l'histoire. D'un côté, la flotte d'Octavien, dirigée par son habile amiral Agrippa, avançait avec précision. Disciplinée, efficace,
ennuyeusement redoutable. De l'autre, Antoine et Cléopâtre arrivèrent avec faste, voiles dorées scintillant au soleil, comme s'ils auditionnaient pour le rôle du couple le plus fabuleux de l'Antiquité. Malheureusement, les paillettes n'arrêtent qu'au pas les navires incendiaires. Tandis que les navires d'Antoine brûlaient et que Cléopâtre fuyait avec sa flotte, Antoine fit le choix discutable de courir après elle, laissant ses soldats se gratter le casque avec incrédulité. Octavien ne gagna pas seulement une bataille. Il gagna le jackpot de la propagande, peignant Antoine en amoureux transi qui échangea Rome contre une romance. L'ancien général redouté fut réduit à des gros titres de tabloïds. Antoine court après Cléopâtre, perd l'Empire. La mer d'Axiome engloutit l'orgueil d'Antoine, le glamour de Cléopâtre et la dernière illusion de République. Octavien, calme et suffisant, avait transformé la guerre en théâtre, et Actium fut son ovation debout. Avec Antoine et Cléopâtre hors du tableau, Rome se retrouva soudain avec un seul acteur principal, Octavien. La République, techniquement encore vivante, ressemblait davantage à un cadavre qu'on installe à son propre enterrement. Les sénateurs, qui autrefois acclamaient les assassins au nom de la liberté, se mirent désormais en rang pour applaudir un jeune homme en toge qui venait de réécrire les règles du jeu. Octavien ne se déclara pas roi. Il était bien trop malin pour ça. À la place, il inventa un nouveau titre, Auguste, qui signifiait en gros « le majestueux », mais surtout pas un monarque, clin d'œil. Le peuple l'adora car il apporta la paix, et après des décennies de guerre civile, les Romains auraient couronné une mule si elle promettait de la stabilité. Temples, statues et pièces portaient de son nom, son visage, son aura d'inévitabilité. Ironie du sort, César mourut pour ambition excessive. Et pourtant son héritier réussit en jouant les modestes, tout en avalant la République entière. Le couronnement d'Octavien ne fut pas tonitruant. Il fut subtil, soigneux, enveloppé dans un gant de velours. Ainsi se leva le rideau d'un tout nouveau spectacle. L'Empire romain, avec pour vedette Auguste, l'homme qui conquit Rome sans même prétendre partager la scène. Auguste, l'homme qui avait conquis Rome en faisant semblant de ne pas l'avoir fait, faisait désormais face au défi ultime, régner sans avoir l'air d'un tyran. Sa solution? Un tour de magie politique digne du Colisée. En surface, il restaura la République. Les sénateurs continuaient à porter leur toge pompeuse et à débattre sans fin. Mais en réalité, chaque décision importante arrivait directement sur son bureau. Il réduisit le Sénat à un plateau de talk-show, utile surtout pour les applaudissements. Les impôts furent réorganisés avec une telle efficacité que Rome pouvait financer des guerres, des aqueducs et probablement une cave à vin très coûteuse pour Auguste lui-même. Il créa aussi une armée permanente professionnelle, car rien ne dit paix comme 28 légions prêtes à poignarder quiconque n'est pas d'accord. Les provinces eurent des gouverneurs moins corrompus, ou du moins plus discrets. Et l'approvisionnement en blé fut stabilisé afin que le peuple n'émeute pas chaque fois que le pain manquait. Auguste vendit ce paquet comme stabilité, prospérité et renouveau moral, tout en souriant comme le garçon modeste d'à côté. En vérité, c'était un cours magistral de dictature bienveillante, enrobé de statues et de temples. Les Romains l'appelèrent Pax Romana. Les historiens l'appellent génie. Auguste l'aurait probablement appelé mardi. Rome, désormais sous Auguste et ses successeurs, décida que la paix c'était bien, mais qu'un empire sans expansion n'était qu'une immense ferme. Alors, tandis que le Sénat débattait sans fin de sujets futiles, les légions marchaient comme des vendeurs ambulants de conquête. Au nord, la Bretagne eut droit à un relooking romain surprise. Forts, routes et impôts, le tout offert gracieusement, sauf pour le sang. À l'est, l'Empire fourra son nez au Moyen-Orient, s'installant de la Judée à la Syrie, parce que visiblement le monde était leur buffet. Le Rhin et le Danube devinrent à la fois des frontières et des terrains de jeu, les soldats y bâtissant des camps ressemblant étrangement à de petites villes. L'expansion n'était pas seulement une affaire de terre, mais aussi de prestige. Chaque nouvelle province signifiait plus d'impôts, plus d'esclaves et plus d'excuses pour que les empereurs organisent des jeux grandioses. L'ironie était savoureuse. La Pax Romana, la paix, étaient entretenues par des guerres constantes à l'étranger. C'était comme une famille prétendant être pacifique, pendant que leurs enfants se battaient chaque week-end dans le quartier. Pour les Romains, c'était le destin.
Pour leurs ennemis, c'était mardi suivi d'une crucifixion. L'Empire s'étendait de l'Angleterre brumeuse au sable du désert, enveloppé de marbre, de sang et d'assez de propagande pour paraître noble. Rome, ce n'était pas seulement conquérir, c'était exhiber ce qu'elle avait conquis avec des briques, du sang et une petite dose d'arrogance architecturale. Voici le Colisée, un stade si gigantesque qu'il faisait passer les autres amphithéâtres pour des barbecues de jardin. Des dizaines de milliers acclamaient pendant que lions et gladiateurs transformaient l'arène en buffet à volonté de saignement. Pendant ce temps, les aqueducs s'étendaient à travers la campagne comme des squelettes de pierre, apportant l'eau directement aux thermes où les sénateurs trempaient leurs remords. Et n'oublions pas les fameuses routes romaines, si droites et solides que 2 millénaires plus tard, certaines servent encore, alors que les autoroutes modernes ne survivent même pas à une saison des pluies. Le génie de tout cela, ces projets étaient de la propagande en marbre et en béton. « Regardez-nous » criait Rome. « Nous pouvons tuer des gens pour le divertissement, laver le sang avec de l'eau propre et rentrer chez nous plus vite que vous. » L'Empire investissait sa richesse et sa main-d'œuvre esclave dans ces monuments, s'assurant que citoyens et ennemis comprendraient. Rome n'était pas seulement puissante, elle était permanente. Bien sûr, la permanence est une blague que l'histoire adore raconter, surtout quand chaque chef-d'œuvre de pierre finit comme ruine pour touristes armés de perches à selfie. Si le Colisée était la scène sanglante de Rome, le marché était son théâtre de l'absurde. Imagine des rues pleines de vendeurs criant sur la fraîcheur des olives pendant qu'un pickpocket te déleste de ta bourse en plein jour. Les ménagères s'engueulent sur le prix du poisson assez fort pour réveiller Jupiter, tandis que des esclaves transportent des amphores si grandes qu'on dirait des accessoires de comédie. Et puis il y avait les termes publics, la version romaine des réseaux sociaux. Les sénateurs trempaient aux côtés de boulangers, bavardant de politique en feignant d'ignorer qui avait les plus belles sandales. Et pour le divertissement, des courses de chars où les chevaux filaient plus vite que les cotes et où les parieurs perdaient des fortunes plus vite qu'une toge ne glisse lors d'un banquet arrosé. Les enfants jouaient aux osselets, l'équivalent antique des dés, tandis que les philosophes erraient en marmonnant sur la vertu, évitant prudemment les crottes d'âne. La vie quotidienne à Rome n'était pas seulement une question de survie, c'était un cirque sans entr'acte. Chacun jouait son rôle, les riches frimaient, les pauvres improvisaient, et la ville applaudissait à chaque coup de marteau d'un forgeron ou rugissement de la foule. En bref, la normalité romaine n'avait rien de normal, juste une autre journée au paradis chaotique de l'Empire. Rome n'a pas seulement conquis avec des légions, elle a conquis avec la culture, souvent plus bruyante et dramatique que le Colisée lui-même. Imagine Virgile récitant l'Énéide, transformant une fanfiction troyenne en histoire officielle du coucher, tandis qu'Ovide était exilé pour avoir écrit des manuels d'amour qui faisaient rougir Auguste. Dans les théâtres, des acteurs masqués hurlaient dans des tragédies si forts qu'on se demandait s'ils essayaient d'effrayer Jupiter lui-même. Les sculpteurs taillaient des statues de marbre si réalistes que même les dieux devaient plisser les yeux 2 fois. Et puis vinrent les philosophes, stoïciens prêchant le calme au milieu du chaos romain, cyniques grognant que tout était vide de sens, et épicuriens murmurant. Le vin d'abord, les questions après. C'était un buffet d'idées, et chaque Romain choisissait ce qui convenait à sa gueule de bois. Les bibliothèques empilaient des rouleaux comme des collectionneurs dopés au papyrus, tandis que les graffitis sur les murs des tavernes servaient de littérature populaire, court, grossier, mais sincère. L'art, la littérature et la philosophie devinrent les vraies armes de Rome, plus subtiles que les épées, mais plus tranchantes que la satire. Si la Pax Romana était la paix de Rome, sa culture en était la punchline. Un rappel glorieux que même dans la stabilité, les humains ne cessent jamais de trop réfléchir, trop partager et trop dramatiser. Le soi-disant empire romain du IIIe siècle ressemblait moins à une superpuissance qu'à une télé-réalité intitulée « Qui va se faire poignarder ensuite ?» La crise politique devint un sport sanglant. Les soldats, ayant compris qu'ils détenaient le véritable CDI, leurs épées aiguisées, transformèrent les empereurs en figurines jetables. Une semaine, on couronnait un empereur dans une cérémonie scintillante. La semaine suivante, il flottait face contre l'eau dans le Tibre. Certains n'avaient même pas le temps de se souvenir où se trouvaient les toilettes du palais.
les sénateurs tentèrent de garder leur sérieux en jurant fidélité à leur 10e, cher leader de l'année. Les assassinats étaient si fréquents que cela ressemblait à une compétence sur CV. Compétence, combat à l'épée, coup de poignard dans le dos, dégustation de poison. L'Empire n'était pas gouverné, il était speedrunné comme un jeu vidéo violent sans point de sauvegarde. Ce manège de cadavres laissa Rome avec un torticolis historique, prouvant qu'un empire tenu par la peur et les poignards pouvait impressionner sur une carte, mais en coulisses, il ressemblait à un cirque chaotique où les clowns étaient armés et l'attraction principale était le meurtre. Si les assassinats politiques étaient le numéro d'ouverture, l'économie romaine du IIIe siècle en fut le rappel tragicomique. L'inflation frappa comme un gladiateur ivre donnant des coups d'épée au hasard. Les pièces étaient tellement dévaluées qu'une bourse pleine d'argent suffisait à peine pour un pain. Et encore, un pain au goût de désespoir. La solution du gouvernement ? Imprimer plus d'argent, bien sûr, car rien ne dit empire stable, comme transformer sa monnaie en confetti brillant. Les soldats exigeaient une solde plus élevée pour continuer à poignarder les empereurs selon le planning, tandis que les paysans abandonnaient les champs puisque les impôts coûtaient plus cher que la récolte. Les marchés se transformèrent en cirque. Marchands criant des prix absurdes, citoyens échangeant des poulets contre des sandales, percepteurs d'impôts considérant le pot de vin comme un métier légitime. L'Empire qui avait autrefois pavé des routes à travers des continents ne pouvait même plus combler ses propres nids de poules de dettes. Le déclin économique devint la chute macabre de la farce politique de Rome. On pouvait survivre à la lame d'un assassin, mais pas au prix du chou. À la fin, l'économie romaine ressemblait moins à un puissant moteur qu'à un âne asthmatique, s'effondrant sous le poids de mauvaises politiques et de bourses vides, traînant l'Empire vers la ruine à chaque souffle haletant. Comme si les assassinats et l'inflation ne suffisaient pas, Rome trouva encore le moyen de se battre avec tous ses voisins. D'un côté, les tribus germaniques défonçaient les frontières comme des invités indésirables à un banquet, arrivant avec des haches plutôt qu'avec du vin. De l'autre, les Perses de la dynastie sassanide affûtaient leurs épées, impatients de transformer les empereurs romains en trophées de champs de bataille. Rome, autrefois le tyran de la Méditerranée, ressemblait désormais à un vieux bagarreur titubant vers une nouvelle rixe de taverne. Les soldats étaient éparpillés, défendant des frontières qui fuyaient plus vite qu'un aqueduc romain en ruine. Les campagnes saignaient le trésor à blanc, obligeant les généraux à improviser la logistique comme des humoristes jonglant avec des lances. La chute amère, les empereurs partaient en armure brillante pour ne revenir que prisonniers ou ne jamais revenir du tout. Pour chaque victoire, une humiliation suivait, transformant les guerres de Rome en comédie d'erreurs, armées de glaives. Vers le milieu du IIIe siècle, l'Empire ne se battait plus pour s'étendre, mais pour ne pas devenir la blague finale de sa propre nécrologie. Après des années où les empereurs tombaient comme des mouches et les frontières s'effondraient plus vite que la morale romaine lors d'un festin, quelqu'un devait bien nettoyer le désordre. Entre en scène Dioclétien, un soldat devenu empereur qui regarda l'Empire, soupira et décida qu'il était tout simplement trop grand pour un seul homme, et probablement trop maudit aussi. Sa solution ? Le trancher en deux comme un vieux pain romain rassis. Ainsi, l'Empire fut scindé en Orient et Occident, chacun avec son propre empereur, car rien ne dit stabilité comme doubler le nombre d'égaux. Pour compliquer encore les choses, Dioclétien ajouta des empereurs juniors, transformant le gouvernement en hydre bureaucratique. Couper une tête, 3 repousses. Les partisans saluèrent son génie. Les critiques y virent une usine à gaz, et les soldats se demandaient seulement quel nom d'empereur ils devaient crier avant de charger. Malgré tout, la division apporta une accalmie temporaire, même si tout le monde soupçonnait que ce n'était qu'un pansement sur une blessure de gladiateur. L'Orient prospérerait, tandis que l'Occident continuerait de trébucher, mais pour l'instant, Rome pouvait au moins prétendre qu'elle n'était pas déjà à mi-chemin de sa nécrologie. Après l'expérience d'hydre bureaucratique de Dioclétien, Rome avait désespérément besoin d'une main ferme, et de préférence attachée à un homme qui ne se ferait pas assassiner avant le petit déjeuner. Voici Constantin, un général qui a combattu ses rivaux comme s'il passait une audition pour le rôle de dernier empereur debout. Son coup le plus célèbre, avoir soi-disant vu une croix dans le ciel avant une bataille
et décidé que le christianisme était un pari plus sûr que les anciens dieux, manifestement peu fiable en matière de sécurité de l'emploi. Victorieux, Constantin jugea Rome trop désordonnée, trop chaotique, trop remplie de fantômes d'empereurs assassinés. Il fit donc ses bagages et déplaça la capitale impériale vers l'est, fondant Constantinople, une ville mieux située, mieux équipée en plomberie et avec moins de sénateurs complotant des coups de poignard derrière les colonnes de marbre. Les Romains appelèrent cela du pragmatisme. Les critiques y virent une fuite stylée. Quoi qu'il en soit, la nouvelle capitale brillante de Constantin devint le futur cœur de l'Empire, tandis que la vieille Rome s'effritait comme un pain oublié. Constantin avait offert à l'Empire une seconde vie, ou du moins un sursis avant la prochaine vague de chaos. Rome, autrefois le tyran du quartier, se retrouva soudain comme le gamin maigre qu'on secoue pour lui voler son argent de poche. Les tribus germaniques, Goths, Vandales, Francs, s'alignaient au buffet de l'Empire comme à un festin, effondrement à volonté. Les Goths prirent dans les forêts, les Vandales eurent un faible pour les côtes méditerranéennes, et les Francs dirent poliment « avec plaisir en Gaule », puis vinrent les Huns, déferlant à cheval avec l'énergie d'un concert de heavy metal qui tourne mal. Chaque tribu ressemblait moins à un envahisseur barbare qu'à un invité surprise qui refuse de partir, sauf que ces invités portèrent des épées et brûlèrent les meubles. Les généraux romains tentèrent à la diplomatie de fortune, les pots de vin et quelques batailles, mais c'était comme boucher des trous dans un navire qui coule avec du parchemin humide. Les légions tant vantées de l'Empire, jadis machines de fer disciplinées, ressemblaient désormais à des vigiles de centres commerciaux épuisés essayant d'arrêter une ruée. Et tandis que Rome continuait de faire semblant de contrôler la situation, tout le monde savait la vérité. Les barbares ne frappaient plus aux portes. Ils avaient emménagé, redécoré l'endroit et exigeaient désormais le loyer. En 410, Rome, la ville éternelle, fut traitée comme une piñata lors de l'anniversaire d'un barbare. Les Wisigoths d'Alaric franchirent les portes comme s'ils étaient invités, et les défenses de l'Empire s'effondrèrent plus vite qu'une scène mal montée. Les citoyens qui se vantaient autrefois de la supériorité romaine virent leur argenterie, leurs statues et même des reliques sacrées emportées comme de vulgaires souvenirs. Pendant 3 jours, les Wisigoths pillèrent, brisèrent et redécorèrent la ville avec du feu et du chaos. Le Sénat se tordait les mains, les généraux disparurent, et le peuple découvrit ce que cela faisait d'être de l'autre côté de la botte de l'histoire. Ironie du sort, les conquérants ne voulaient même pas garder Rome, ils cherchaient seulement nourriture, or et un peu de vengeance. Alaric ressemblait moins à un destructeur qu'à un invité mécontent réclamant un meilleur service. Pourtant, le choc psychologique fut immense. Le grand empire qui avait autrefois fait trembler le monde se retrouva réduit à regarder sa capitale dépouillée comme un théâtre abandonné après le spectacle. Le message était clair, Rome n'était pas éternelle, juste en retard pour sa démolition. Si Rome pensait que se faire piller par les Wisigoths était l'humiliation suprême, Attila le Hun arriva pour prouver que la misère avait des suites. Surnommé le fléau de Dieu, Attila avait tout le charme d'une gueule de bois et le style de négociation d'un usurier à cheval. Ses hordes tonnaient à travers l'Europe, réclamant des tribus comme un racket de protection imparable. Payez, et peut-être que votre ville ne perdrait que quelques membres. Refusez, et les Huns redécoraient de votre paysage avec de la fumée, des os et du fumier de cheval. Les diplomates romains tremblaient dans leurs sandales, murmurant des prières tout en offrant des chariots d'or simplement pour divertir Attila. Pourtant, l'homme n'était pas totalement déraisonnable. Il aimait les banquets luxueux, les tentes élégantes, et à l'occasion, épargnait une ville si le pot de vin était assez généreux. Rome, autrefois la brute de la cour de récré, se retrouvait maintenant à donner son argent de poche à un gamin plus costaud. La vraie chute, Attila n'avait même pas besoin de conquérir Rome pour l'effrayer. Sa simple présence ressemblait à une mauvaise critique suspendue sur la page Yelp décrépite de l'Empire. Rappelant à tous que les jours de gloire de la ville éternelle étaient terminés, remplacés par de pathétiques marchandages avec le propriétaire barbare de l'Europe. En 476, Rome tira enfin le rideau sur sa tragicomédie. Le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, sonnait impressionnant sur le papier. Son nom combinait le fondateur mythique de Rome avec son plus grand empereur.
En réalité, c'était un adolescent doté de l'autorité d'un professeur remplaçant. Entre Odoacre, un général germanique qui décida que l'Empire n'avait plus de rebondissement à offrir. Il entra dans le palais, informa poliment Romulus que le spectacle était terminé, et l'expédia à une retraite anticipée avec pension. Pas de dernière résistance dramatique, pas de discours enflammé, juste Rome signant sa lettre de démission en silence. L'Empire qui s'était autrefois étendu sur des continents ne se termina pas par un fracas, mais par de la paperasse, comme un lion majestueux, se transformant tranquillement en chat domestique. L'ironie fut cruelle. Des siècles de conquête, des rivières de sang et une propagande sans fin, réduits à néant par un homme qui dit simplement « ça suffit ». Les historiens appellent cela la chute de l'Empire romain d'Occident. Pour les Romains qui survécurent, ce n'était qu'un mardi. Rome ne brûla pas ce jour-là. Elle changea simplement de propriétaire. Des empereurs aux rois barbares. Quant au grand Romulus Augustule, il devint la réponse de quiz la moins intimidante de l'histoire. Ainsi, avec Romulus Augustule écarté de la scène, le rideau tomba sur l'Empire romain d'Occident. Les historiens décrivent souvent ce moment avec une gravité solennelle, comme si le monde s'était fendu en deux. Mais pour ceux qui le vécurent, l'effondrement ressemblait moins à une punition divine qu'à l'expulsion d'un propriétaire odieux. La grandeur de Rome ne disparut pas du jour au lendemain. Elle se transforma lentement en château. Seigneurs féodaux et paysans se plaignant des impôts dans de nouveaux accents. Le Moyen-Âge fut moins une renaissance qu'une after-party maladroite de Rome, où tout le monde portait de la cotte de maille au lieu de toge. L'ironie dégoulinait de la plume de l'histoire. Une civilisation qui se vantait d'une gloire éternelle se termina avec un adolescent perdant son emploi, et ce qu'on appela les âges sombres s'avéra être un simple relooking. La chute de Rome ne fut pas la fin de la civilisation, juste un changement de costume. Les sénateurs devinrent évêques, les légions mercenaires et les empereurs rois médiévaux persuadés que les couronnes étaient à meilleures avec des pointes supplémentaires. Au fil des siècles, les ruines de Rome devinrent des attractions touristiques, tandis que son héritage hantait l'Europe comme une célébrité incapable de disparaître des tendances. L'Empire mourut, mais son fantôme continua de photobomber chaque chapitre de l'histoire. Rome s'est peut-être effondrée de façon spectaculaire, mais ses lois ont refusé de mourir. Un peu comme cet oncle qui continue de s'inviter au dîner de famille malgré les invitations soigneusement cachées. Le droit romain, poli par des siècles de querelles sénatoriales et de décrets impériaux, devint le squelette des systèmes juridiques occidentaux. Propriété, contrat, citoyenneté, tout portait déjà le sceau romain bien avant que les avocats ne découvrent la facturation à l'heure. Ironie suprême. L'Empire incapable de garder ses empereurs en vie plus de quelques années réussit à créer des règles de succession qui nous hantent encore aujourd'hui. Procès avec jury? Non merci, les Romains préféraient un juge unique avec une mine sévère. Égalité devant la loi? En théorie, oui. En pratique, un sénateur et un esclave n'étaient pas vraiment dans la même catégorie de poids juridique. Malgré l'hypocrisie, les principes du droit romain voyagèrent plus loin que les légions, se transformant en codes médiévaux, puis en source d'inspiration pour les constitutions modernes. Chaque fois qu'un tribunal moderne fait résonner le marteau, on entend presque un magistrat romain rire dans sa tombe. « Voyez, nous avons perdu face aux barbares, mais au moins on vous a laissé du papier administratif. » Si le droit romain était la paperasse de l'Empire, alors l'architecture romaine était son fil Instagram de Frame, sauf qu'ici, c'était en pierre, pas en filtre. Des aqueducs qui transportaient l'eau comme des pailles magiques à travers les vallées jusqu'aux amphithéâtres, où l'on encourageait les gladiateurs dans la télé-réalité la plus sanglante du monde. Les Romains étaient des maîtres bâtisseurs. Leur arme secrète, le béton. Pendant que tout le monde empilait des cailloux, Rome versait la version antique de la superglue. Ponts, dômes, thermes, et même routes si obstinées que les voitures modernes roulent encore dessus. Rome construisait pour l'éternité. Ironie du sort, l'Empire qui n'a pas survécu aux invasions barbares a laissé des bâtiments qui ont résisté plus longtemps que les envahisseurs et les empereurs. Le Colisée ressemble peut-être aujourd'hui à un beignet en miettes, mais il tient encore mieux que la plupart des stades modernes, qui peinent à survivre à une Coupe du Monde. Les arcs et dômes romains sont devenus l'ADN architectural des cathédrales, des palais et même de Washington D.C.
Alors chaque fois que vous marchez sous une voûte ou que vous pestez contre les embouteillages d'une route droite, remerciez Rome ou maudissez-la. Peu importe, la blague reste que l'Empire s'est effondré, mais ses bâtiments continuent de nous narguer. Devinez qui est vraiment immortel. Si l'architecture romaine était le selfie de l'Empire, alors le latin était son message vocal, sauf qu'il ne s'est jamais arrêté. Né comme la langue des sénateurs se disputant en toge et des soldats jurant sur le champ de bataille, le latin a refusé de mourir poliment quand Rome s'est effondrée. À la place, il a muté comme un virus têtu, donnant naissance à l'espagnol, au français, à l'italien, au portugais et au roumain. 5 enfants qui ont grandi avec des accents différents, mais qui se ressemblent encore étrangement lors des réunions de famille. Même l'anglais, qui prétend être unique, a piqué la moitié de son vocabulaire comme un colocataire fauché pillant le frigo du latin. Ironiquement, pendant que les empereurs romains sont tombés dans l'oubli, des expressions comme « etc. » et « status quo » continuent de survivre dans les emails de bureau. L'Église catholique a aussi gardé le latin en vie, le chantant comme un mot de passe sacré longtemps après que les Romains eurent cessé de payer leurs impôts. L'Empire a peut-être disparu, mais sa langue s'est glissée dans chaque code de loi, poème d'amour et ordonnance médicale. La prochaine fois que votre médecin griffonne quelque chose en latin, souvenez-vous, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste Rome qui vous rappelle. Toujours là, pigeon. La blague, c'est que Rome a perdu son territoire mais a gagné l'immortalité en devenant les mots qui sortent de votre propre bouche. Si le latin était la voix fantomatique de Rome, alors le catholicisme fut sa troupe de théâtre immortelle, en tournée mondiale avec encens et chants latins. Quand les murs de l'Empire s'effondrèrent, le christianisme ne fit pas que survivre. Il installa son quartier général au Vatican, comme un squat sur l'immobilier impérial. Les évêques portèrent la vieille mode romaine, longues robes, accessoires en or, tandis que le pape remplaça tout simplement l'empereur, comme celui devant qui tout le monde s'inclinait, mais avec un chapeau plus grand. Les églises poussèrent là où les temples se dressaient autrefois, recyclant les colonnes comme du mobilier Ikea d'occasion. Et le script, tout droit sorti de la discipline romaine, hiérarchie, rituel et une chaîne de commandements qui auraient rendu fiers les centurions. Ironie du sort, l'Empire qui crucifiait autrefois les chrétiens bâtit désormais son identité sur cette même croix. Au Moyen-Âge, l'Église catholique joua le rôle de propriétaire fantôme de Rome, percevant la dîme au lieu des impôts, commandant des armées appelées croisées et distribuant le salut comme un bureaucrate tamponnant des passeports. La blague? Le gouvernement romain s'est effondré, mais sa religion a réussi le plus grand rebranding de l'histoire, échangeant les Césars contre des papes et les dieux contre des saints, tout en s'assurant que le monde continue de marcher au rythme de Rome. Rome s'est peut-être effondrée en 476, mais soyons honnêtes, elle n'a jamais vraiment quitté la scène. Elle a juste changé de genre. Aujourd'hui, l'héritage romain est partout, déguisé en divertissement et en politique. Hollywood adore les Romains, des gladiateurs huilés comme des merguez brillantes, des empereurs qui hurlent au ralenti et des sénateurs qui se poignardent avec un timing digne des Oscars. Chaque fois que vous regardez un péplum, vous payez en fait un tribut à la campagne de communication de César. La politique, même histoire. Les dirigeants citent encore Cicéron comme si balancer du latin les rendait profonds, tandis que les parlements ressemblent étrangement à des sénats, mais sans les toges. Même l'idée de république se fait rebooter encore et encore, comme une franchise de super-héros fatigués. L'ironie est savoureuse. Rome, tombée face aux barbares, survit désormais dans des films façon Marvel, des cours de latin au lycée que personne ne comprend, et des discours politiques qui se veulent profonds, mais sonnent comme de mauvaises traductions de Tight Live. L'Empire est peut-être mort, mais son fantôme est un bourreau de travail. Il hante Netflix, les manuels scolaires et chaque slogan électoral. Rome n'a pas conquis le monde qu'une seule fois. Elle continue de le faire, un péplum ringard et un jeu de mots latins à la fois.